Voilà, je vais prendre en charge un projet. On me confie cette responsabilité et la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est de choisir les personnes qui vont m'accompagner dans cette aventure. Comment constituer son équipe projet? Alors mon équipe projet, je vais devoir aller la chercher en fonction de l'expertise et des compétences dont j'ai besoin, éventuellement dans les différents départements de l'entreprise, en management transversal. Et donc, ça va vouloir dire d'aller me rapprocher de certains managers pour leur demander de mettre à ma disposition telle ou telle compétence, telle ou telle personne de leur équipe. Comment les choisir, ces différentes personnes? D'abord, au sein de l'équipe, je vais prendre l'exemple de la conception d'un site web. Si je travaille pour une agence web, une agence de réalisation de site web, je suis chef de projet. Il va y avoir des personnes de mon équipe dont je ne vais pas forcément avoir la maîtrise. Ce sont les personnes chez mon client. Mon client, ça peut impliquer la direction, puisque comme je suis en train de réaliser le site web de cette entreprise, il y a fort à parier que la direction va vouloir avoir un regard, va vouloir valider. Puis je vais travailler peut-être avec le département communication, marketing, qui va m'allouer un interlocuteur. Et là, bien souvent, je ne le choisis pas. En interne, dans mon agence web, je suis chef de projet au centre. Je vais avoir différents interlocuteurs, par exemple un responsable éditorial qui lui-même travaillera avec un rédacteur, graphiste, un référenceur par exemple, puis un responsable technique qui lui également travaillera avec les intégrateurs, les gens qui vont mettre les contenus sur le site web, des développeurs et puis peut-être un expert sur tout ce qui est réseau, hébergement, etc. Donc vous voyez que je vais avoir à la fois des interlocuteurs internes, des interlocuteurs externes, des personnes que je vais pouvoir choisir et d'autres que je ne pourrai pas forcément choisir. Et puis ce qui est de plus en plus fréquent et qui complexifie encore le management de projet, c'est que en plus de mon client, de l'interne dans mon entreprise, eh bien je peux travailler également avec encore d'autres expertises. Par exemple des gens qui travaillent en freelance. Les gens qui travaillent en freelance, j'aurais peut-être moins de maîtrise de leur planning, par exemple, que si elles travaillaient, si c'était des personnes intégrées à mon entreprise. Tout ça pour vous montrer la complexité finalement de constituer une équipe projet que l'on va pouvoir coordonner autour d'un objectif qui serait ici la conception d'un site web. Alors si je peux choisir mon équipe, quelquefois je ne peux pas la choisir entièrement, mais je peux au moins choisir quelques personnes. Alors spontanément, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de choisir des gens avec qui je m'entends bien. Des gens avec qui j'ai des centres d'intérêt communs. C'est plus sympathique à la machine à café de pouvoir parler du dernier match de foot, etc. Des gens peut-être qui fonctionnent comme moi. Si je suis créative, je vais avoir envie de travailler avec des gens créatifs. Je ne vais pas forcément avoir envie de travailler avec des gestionnaires. Pourtant, dans une équipe projet, pour que l'ensemble des missions puissent être réparties de manière intelligente sur des choses motivantes pour chacun, il est important que les personnes ne soient pas toutes du même profil, qu'il y ait des créatifs, des gestionnaires, des organisateurs. Peut-être quelques personnes en résistance, parce que ces personnes-là vont être vigilantes sur les risques. D'accord? Et donc même si moi en tant que chef de projet c'est peut-être plus désagréable de travailler et de s'attendre d'ailleurs déjà à ce qu'il y ait des personnes en résistance, ça va être véritablement une clé de succès de mon projet. Donc il faut couvrir l'ensemble du champ de compétences, comme je vous l'ai montré dans l'exemple du site web juste avant. Viser la diversité en termes de savoir-être, en termes de centre d'intérêt professionnel, de critères de motivation. Parce que moi, en tant que chef de projet, de ce fait, je vais pouvoir répartir des tâches créatives à des gens qui vont être attirés par ça, et puis des tâches de gestion à des personnes à qui ça plaira également. Parce que si je n'ai que des créatifs, il va falloir à un moment donné quand même que j'ai des personnes pour réaliser, concrétiser les choses. D'accord? Et donc, viser la diversité, ça va vraiment faciliter la mise en œuvre de mon projet. Alors, intégrer quelques personnes réfractaires au changement. Ça peut vous paraître paradoxal parce que finalement, on se crée des problèmes d'entrée de jeu en sachant pertinemment que l'on va avoir dans notre équipe projet quelques personnes qui n'ont pas trop envie de le faire avancer.
Pourquoi le faire? Parce que si on ne le fait pas dès le début du projet, ces personnes réfractaires de toute façon s'exprimeront mais bien plus tard. C'est-à-dire qu'en phase de conception, nous allons travailler avec des personnes motivées, nous allons concevoir une belle solution, sauf que cette solution, au moment de la mise en œuvre, eh bien là, toutes les résistances vont s'exprimer. Lorsque l'on va intégrer en amont des personnes un petit peu résistantes au changement, d'abord on pourra prendre en compte leurs résistances qui quelquefois sont tout à fait justifiées et constituent des risques du projet dont il est important de tenir compte. Puis comme on va demander à ces personnes de contribuer à la solution, de nous donner des idées, qu'on va les consulter, qu'on va les écouter, eh bien ces personnes-là, derrière, seront même plutôt porte-parole de notre projet et iront convaincre les autres au moment de la mise en œuvre de la solution. Donc, bien entendu, on ne va pas mettre au sein de l'équipe uniquement des gens réfractaires, mais par exemple, sur une équipe de 8 personnes, avoir 2 personnes dont on sait qu'a priori, elles sont plutôt contre, les impliquer, leur demander leurs idées, et vous verrez que, en fait, ça facilite grandement la mise en œuvre ensuite du projet. Une fois que l'on a choisi notre équipe, on va demander aux personnes leur accord pour participer au projet. Alors c'est important aussi parce que là aussi ça évite des résistances. Vous savez, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « j'ai pas le temps », qui ne viendront pas aux réunions. Donc à un moment donné, allez les voir et leur dire votre compétence est importante, nous avons besoin de vous pour faire avancer ce projet, nous vous faisons confiance, est-ce que vous êtes d'accord pour venir contribuer? Oui. Quand on a obtenu ce oui, si la personne ensuite nous dit « j'ai pas le temps », on pourra voilà, et quelque part la personne aura un engagement moral vis-à-vis du projet. Et puis également demander un accord à la fois à la direction, au manager de la personne pour allouer le temps nécessaire à la conduite du projet. Et quand on ne choisit pas son équipe, et oui, parce que parfois, ce qui va se passer, c'est que on va vous dire voilà votre équipe et vous n'allez pas pouvoir choisir les personnes en suivant tous les conseils que je vous ai donnés. La première chose, ce sera déjà de s'intéresser individuellement à chacun, de les rencontrer et d'essayer de voir justement quel est leur profil. Est-ce qu'ils sont plutôt créatifs, organisateurs, gestionnaires, plutôt en résistance, plutôt partants? Voilà, commencer à les comprendre et de ce fait pouvoir organiser les activités de l'équipe autour des personnalités. L'autre chose, eh bien, c'est que au départ, nous avons l'équipe dont on hérite. Et puis si on a un bon chef de projet, ensuite on aura l'équipe que l'on mérite. Et en partageant une vision commune, en faisant preuve d'enthousiasme, en se centrant sur la solution, eh bien, petit à petit, l'équipe, l'effet de groupe va fonctionner et même si on n'a pas choisi son équipe au départ, on va pouvoir mener à bien notre projet. Alors une fois que l'on a choisi l'équipe, ou une fois que l'équipe a été constituée, qu'on nous a donné, on nous l'a confiée, cette équipe, il y a une phase vraiment très très importante qui va être la toute première réunion. Parce que lors de cette toute première réunion où les gens ont l'habitude de travailler ensemble, où ce n'est pas le cas, et du coup les gens vont se rencontrer, vont essayer de chercher leur place dans le groupe, et là vous en tant que chef de projet, c'est vraiment très très important d'être efficace et de contribuer d'entrée de jeu à faire collaborer les personnes. La première chose, c'est de présenter positivement le membre de l'équipe. Alors, où vous les présentez en expliquant pourquoi ils sont retenus sur ces projets, quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'on va attendre d'eux, ou alors vous pouvez aussi leur demander de se présenter en mettant en avant les compétences et la manière dont ils pourront contribuer au projet. Ensuite, être très clair sur les objectifs du projet, que ce soit les objectifs, les buts, que ce soit les objectifs quantitatifs, pour que les gens puissent tout de suite se centrer sur ce qui est attendu. Être précis, être factuel, être convaincant sur les délais, la qualité attendue, la manière dont on va pouvoir travailler et la manière dont on va communiquer entre nous. Et puis, si l'on peut faire preuve d'un petit peu de créativité, d'un petit peu d'humour lors de cette réunion de lancement, eh bien, ça contribuera au fait que les personnes auront vraiment envie de venir à la réunion suivante, puis à la suivante, et de travailler et de collaborer sur ce projet.